Et on commence ce plus d'actu avec une triste nouvelle, le décès de l'arbitre de la finale Sénégal 92. Ancien arbitre international, eh bien, le Sénégalais Badara Mamayassène est décédé le lundi dernier à Rufisque, au Sénégal, à l'âge de 73 ans. Il avait officié la finale de la CAN 92 entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, remportée par les éléphants. Voilà la photo que vous venez de voir, c'est celui qui est au centre. Je ne sais pas si on va pouvoir la remettre. Et Badara Sène, donc, il a aussi arbitré la CAN 90, les Jeux Olympiques de 1988 à Séoul, le Mondial U20 en 89 et, plus étonnant, la Coupe d'Asie en 1992. Alors, c'est donc un grand sifflet du continent qui nous quitte. Oui, un de mes pères spirituels. Bon, excusez-moi de faire un peu d'humour, mais effectivement, non, c'est un grand monsieur qu'on a perdu. On imagine que ça vous touche, Monsieur Danon. Ça me touche énormément parce que sans l'avoir côtoyé directement, je l'ai eu quelques fois au téléphone parce qu'il y a l'un de nos arbitres qui était au Sénégal, précisément à Rufisque, où il est maire, et puis en même temps membre d'honneur de la commission régionale des arbitres de Rufisque. Donc je veux dire, c'est une grosse perte pour l'Afrique. Je vais un peu paraphraser Amadou Ampateba. C'est une bibliothèque que nous venons de perdre au niveau de l'arbitrage. Ouais. Donc comprenez aussi un peu mon émotion parce qu'effectivement, c'est un grand arbitre que nous perdons. C'est un faiseur d'arbitre, un grand formateur. Et il a occupé pendant longtemps la présidence de la commission centrale des arbitres au niveau de la CAF. Voilà, il a été représentant au niveau de l'Afrique, la FIFA. Donc, c'est une éminence que nous perdons. C'est ça. Et son image sera éternellement liée au premier sac des éléphants dans la CAN en 1992, ce fameux 26 janvier. C'est un pionnier de l'arbitrage au Sénégal, l'un des meilleurs sur le continent à une certaine époque, ambassadeur également de l'arbitrage africain parce qu'il a participé quand même à des compétitions ailleurs sur le continent, notamment au JO et puis à la Coupe d'Asie à une certaine époque. Donc c'est un formidable monsieur, un formateur qui d'ailleurs a bien tenu cette fameuse finale du 26 janvier 1992 au Sénégal, une finale mythique devant près de 50 000 spectateurs dans le stade. Oui, et puis on se souvient de ces tirs au but sans fin, 11-10 pour les éléphants. Je revois moi l'image là du dernier penalty manqué par Bafou, et puis derrière il y a le sifflet, l'arrêt de Guaméné. On voit l'arbitre un peu dans le petit coin, et puis les Ivoiriens qui plongent sur la pelouse pour célébrer le sacre. Ça nous reste. Et donc cet arbitre sénégalais là, il est, je dis, sur ça, il est intimement lié à l'histoire du football ivoirien. Eh oui. Oui. C'est clair, c'est clair. Ouais. Avec les commentaires que Roger Stéphane a, c'est clair. On va forcément lier notre victoire avec cet arbitre-là. Exactement. On ne finira jamais de nous rappeler de lui. Exactement. Et justement, cette photo, pour la petite histoire, c'est Pape Ndiaye qui a immortalisé ce moment. Ouais. Et donc, merci. Et sur ça, on a Gadi Seli, le capitaine, et Anthony Bafou, le Ghanéen. Bon, l'autre asiatique, là, je ne sais pas c'est qui. C'est M. Lim Kin Chong. Ah, Lim Kin Chong. Un grand instructeur au niveau de la CAF et de la FIFA. Oui. Voilà, donc je sais que vous le connaissez tous. Il a fait plusieurs matchs en Côte d'Ivoire. Ouais. Il est passé aussi plusieurs fois en Côte d'Ivoire pour la formation des arbitres. Absolument. Donc c'est un monsieur qui est bien connu de notre milieu. Magnifique. Bravo. Et bien voilà, donc c'était une triste nouvelle et on en profite pour dire un grand yako, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, à la famille et puis toutes ces personnes qui l'ont inspiré. Voilà, parce qu'on sait que c'est une perte immense. On continue ce plus d'actu avec le deuxième point et on va faire le point des championnats européens. On va aller en Angleterre, on va aller en Espagne, on va aller en Italie grâce à notre Dorgelès Coffee qui arrive sur le plateau de la grande team. Bonsoir Dorgelès. Bonsoir Tia. Enfin, je devrais dire good evening Dorgelès. Good evening Tia. Bonsoir la famille. Bonsoir. Salut. Bonsoir monsieur l'arbitre. Merci. Vous allez bien? Ça va. Dans votre style d'arbitrer également les matchs, vous êtes plus dans le style Colina ou Howard Webb? Je suis plus, je pense, dans le style des deux. Parce que Howard Webb, c'est la personne par le physique qui est imposant. Oui. Donc, naturellement, il sait faire passer ses décisions tout de suite. Mais Colina, vous voyez, sa morphologie n'est pas très imposante, mais avec le regard, avec l'expression, avec la méchanceté, vous sentez tout de suite que cette décision-là, ou ce qui va se faire là, il n'est pas d'accord ou vous êtes d'accord. Howard Webb, c'est la personne aussi sur laquelle j'ai copié un peu, parce que lui, il est plus dans l'échange. C'est vrai qu'il a la corpulence quand tu le vois, mais il est plus dans l'échange. Il t'explique ce qu'il doit te faire. Et ça passe facilement.
C'est ça. Super. Tia, regardons ce qui s'est passé en Angleterre. Nous avons eu 2 matchs. Eh bien, le premier match, Leicester contre Brighton 0-0. Le deuxième match, Tottenham 2, West Ham 0 avec un but de Mr. Harry Kane, son 18e but de la saison en 27 matchs en Premier League. Tia. Roger Stéphane, vous avez suivi les matchs? Oui, en tout cas, belle opération pour l'équipe de Tottenham, qui là revient à la victoire après une série de 8 matchs sans victoire. Et puis Harry Kane qu'on retrouve, qui retrouve enfin le chemin des buts. Et puis un excellent Serge Aurier, sur son côté bondissant comme d'habitude, qui a fait un bon match et qui permet donc à Tottenham de faire un excellent résultat. Monsieur l'arbitre, vous avez suivi les matchs ou pas? Avec l'heure des matchs, c'est un peu difficile, mais je pense que j'ai les résultats comme Roger Stéphane. Et naturellement, on suit la progression et la participation de nos Ivoiriens, comme Serge Aurier. Et on est toujours heureux de savoir qu'ils se portent bien dans leurs différents clubs. Très bien. Allons en Espagne. Oui, Vamos allez. a España. Hola España, Hala Madrid. On a eu 3 matchs, Valladolid 1, Retafe 1, Levante 0, Atlético Madrid 1. Et puis le FC Barcelone, dans la douleur, a réussi à s'imposer 1-0 grâce à un but d'Ivan Rakitic, son premier but de la saison. Mais pour cette 31e journée, on attendait un peu le Barça, qui avait coincé la journée précédente 0-0. Oui. Là, c'est un Barça qui est un peu dans le dur, qui n'est pas convaincant depuis la reprise. On se pose d'ailleurs beaucoup de questions sur Messi et ses coéquipiers. Et donc, c'est une très belle victoire des Barcelonais qui leur permet de rester dans le mano à mano avec l'équipe du Real de Madrid. C'est vrai que c'est la belle chaud. victoire, Hein. je ne pense pas, Oui, parce mais que le Barça s'est dans imposé dans l'optique en ce la moment. douleur. Luis Voilà. Suarez, Messi, Griezmann, ce n'était pas vraiment évident, mais bon, peut-être l'essentiel. être Barcelonais. ok. Pas de dispute sur le plateau de la grande team, s'il vous plaît. Oui, monsieur Oui, Danon. Naturellement, et c'est vrai que cette victoire difficile de Barcelone explique la difficile reprise avec le temps d'arrêt. Naturellement, avant que le moteur, la machine ne déroule à 100%, il va falloir attendre un peu, je pense. Et ça fait une bonne aubaine pour, je pense, le Real qui joue ce soir. Ouais. Et ce soir, tout à l'heure d'ailleurs. Donc, on va regarder ensemble si ça permettra au Real de pouvoir prendre les devants parce qu'ils étaient au mano à mano, je pense, à 65 points chacun. C'est au goal à virage, voilà, c'est au goal à virage que le Real était premier. Et le Real qui est en train de jouer actuellement. Oui. Voilà, tout à fait. Dernier pays à visiter, l'Italie. Allez, il y a eu 4 matchs en Italie. Spal, Cagliari, victoire de Cagliari 1-0. Naples a battu Hellas Vérone à l'extérieur 2-0. Parme, oui, de notre ami Gervinho 4, Genoa 1 avec un triplé de ce joueur-là, Cornelius, son 11e but de la saison en Serie A. Torino 1, Udinese 0. Tia, ciao. Ciao, arrivederci. Bah, Parme, à l'image de Gervinho, qui est très en forme, parce que Parme est inarrêtable depuis la reprise de la Série A. On a un Gervinho, on a un Lorigny, on a un Cornelius qui a été auteur de triplé pendant ce match-là. Donc, Parme est sur une bonne lancée, 7e actuellement au classement pour moi. Parme, pour le moment, Parme est le meilleur club pour le moment. Voilà. D'accord. Ok, c'est tout? Ah. Très bien, merci. Et on vous l'avait dit, hein, la Première Ligue donc, a repris en direct sur la 3. Et on vous propose 2 matchs par semaine. Un le mercredi, un le samedi. Et l'affiche du jour qui opposait Manchester United à Sheffield United. Eh bien, retrouvons tout de suite notre duo de choc, les Wallo Ballo, qui ont suivi ça en direct. Et puis, ils vont nous faire un petit résumé de la rencontre. Bonsoir, messieurs. Alors, comment ça s'est passé du côté d'Old Trafford et qu'est-ce qu'on peut retenir de la rencontre? Merci Tia, bonsoir à toute l'équipe de la Grande Team. L'affiche du jour, c'était Manchester United face à Sheffield United. Nous avions assisté à un gros match où il y avait de la densité, il y avait de l'envie du côté de Manchester United qui nous a montré de très bonnes choses avec des garçons qui sont revenus, Anthony Martial, Paul Pogba, Rashford et autres. Et là, il faut dire que cette équipe de Sheffield n'a pas fait le poids. Ouais, elle n'a pas fait le poids face à un rouleau compresseur de Manchester United. Bonsoir à toute l'équipe de la Grande Team. Eh bien, cela a commencé par un récital, une belle combinaison entre Marcus Rashford et Wan-Bissaka qui s'est soldé par un centre tendu de Marcus Rashford qui a permis à Anthony Martial d'inscrire le premier but. Alors, 44e minute, c'est le deuxième but sur un centre millimétré de Wan-Bissaka, encore lui qui permet à Anthony Martial de placer le plat du pied. Et la cerise sur le gâteau, c'est cette pichenette, encore avec une combinaison
avec Marcus Rashford. Et bien Tony Martial cette fois-ci sort la pichenette qui trompe Dean Anderson, le gardien de Sheffield United. Manchester United, il n'y a pas eu photo aujourd'hui à montrer de grandes choses et à planer sur cette rencontre. Voici ce qu'on peut dire pour cette affiche qui s'est jouée à Old Trafford. Manchester est venu à bout d'une équipe, à mon avis, qui ne faisait pas le poids aujourd'hui de Sheffield qui a été battu 3-0. À vous, la grande team. Merci beaucoup, messieurs. Merci infiniment. Et justement, la prochaine rencontre, eh bien, c'est ce samedi à 11h, Aston Villa qui rencontre Wolverhampton. Et ce sera évidemment à suivre en direct sur la 3. On passe au dernier point de ce Plus d'actu et on parle de 2 Coupes du Monde en 2022. Ah, de quoi s'agit-il, me demanderez-vous? Eh bien, selon le média espagnol Marca, la FIFA se préparerait à organiser 2 Coupes du Monde en 2022. La Coupe du Monde des clubs entre juin et juillet, et puis entre novembre et décembre de la même année. Alors, il risque d'y avoir quand même, appelons ça un embouteillage au niveau des compétitions en 2022. Qu'est-ce que vous pensez de cette information, si, en tout cas... les choses se mettent en place. Ouais, c'est terrible, comme j'ai l'habitude de dire. Je pense que c'est la Covid et le report des compétitions, en cascade d'ailleurs, qui provoque une telle situation. D'abord, c'était prévu pour 2021, ensuite on va passer à 2022. Et donc, la vraie Coupe du Monde pourrait se jouer entre novembre et décembre 2022. Et la Coupe du Monde des clubs dans son nouveau format entre juin et juillet. Nouveau format de 24 clubs. Ça fait beaucoup et ça montre bien quand même que la FIFA, Infantino, tient d'ailleurs à cette Coupe du Monde des clubs qui est dans sa nouvelle formule et qui va être de la première édition avec autant de clubs. Il y a eu une grosse bataille avec les grands clubs européens par rapport à la manne financière qui va être dégagée par rapport à cette compétition. Donc ça montre bien que Infantino tient à cette compétition. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, pauvres athlètes, pauvres joueurs, que vont-ils faire? Parce que c'est 2 grosses compétitions sur la même année. Juin pour le mondial des clubs et novembre pour la Coupe du Monde de football. Mais ce sont les mêmes joueurs qui vont disputer ces 2 compétitions. Ah, mais je sais pas et c'est même pas début d'année, fin d'année. Non, là, c'est vraiment à quelques mois voilà, de on est dans l'écart. la dernière moitié de l'année. Mais c'est trop compliqué pour ces joueurs. Comment est-ce qu'ils vont faire ça? C'est très compliqué. Puis je ne vois même pas la nécessité de faire la Coupe du Monde des clubs actuellement parce que faudrait prioriser plutôt la Coupe du Monde, permettre aux joueurs de se remettre en jambes. Parce que déjà, on voit qu'avec la reprise, c'est quand même compliqué dans leurs différents clubs. Et après cela, aller pour la Coupe du Monde des clubs. Ensuite, ou finalement partir pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, pour moi, c'est pas nécessaire véritablement cette compétition. Roland Danon. Moi, je pense qu'il y a un risque. Il y a un risque au niveau biomécanique des joueurs. Naturellement, on va sentir une compétition qui est enlevée parce qu'on avait toutes ses capacités. Une autre compétition, on arrive à petit trop parce qu'on a été épuisé par une première. Oui. Deuxième risque, c'est l'organisation même. C'est vrai, on ne va pas douter du pays qui l'accueille parce que c'est le Qatar. Mais naturellement, accueillir 24 équipes sur tous ces stades qui seront encore réutilisés pour la Coupe du Monde, bon, ça va être peut-être un test pour voir s'ils peuvent maintenir les infrastructures pour la Coupe du Monde prochaine. Donc il y a ces 2 risques-là qui font que, naturellement, on risque de ne pas avoir les 2 compétitions aussi enlevées. Mais je veux dire, moi je me pose la question sur la vraie nécessité d'organiser cette Coupe du Monde des clubs en 2022. Parce que d'ailleurs, sur toutes les décisions qui ont été prises par le passé, il fallait protéger la Coupe du Monde. Donc en année Coupe du Monde, il n'y a pas de grande compétition dans la planète, on dit sur la planète football, pour protéger la Coupe du Monde. Et là, du coup, on retrouve la Coupe du Monde des clubs sur sa nouvelle formule avec autant d'équipes et les meilleurs joueurs au monde. Et puis après la Coupe du Monde. J'avoue qu'on est en train de faire un petit coup quand même au Qatar par rapport à sa Coupe du Monde en 2022. Bon, maintenant, il y a des enjeux parce que sur cette Coupe du Monde, il y a eu beaucoup de spéculations. Oui. Je crois que l'association des présidents de clubs dirigée par Pérez, le président du Real de Madrid, avait posé un veto par moment, à un certain moment, sur le mondial des clubs par rapport à la manne financière. Est-ce que c'est ça qui suscite ou bien qui motive qu'il y ait l'organisation obligatoire de cette Coupe du Monde des clubs en 2022, année de Coupe du Monde de football? Bon, vous savez, le football nous réserve... Ah mais c'est difficile. Hein. Bah, si le Qatar a des problèmes à organiser ces 2 Coupes du Monde en même temps, est-ce qu'on peut donner une Coupe du Monde à la Côte d'Ivoire? Comme ça, on va tester nos stades. Tout comme le stade de Bimpe, n'a pas encore été testé. Bien sûr, le stade de Yamoussoukro aussi qui est en train d'être. Mais à partir du moment où on n'a pas encore fini nos infrastructures, comment on les accueille, tout ça? On peut les accueillir. Voilà, on va finir. Si on nous donne la Coupe du Monde, moi je pense qu'ils vont dégager de l'argent.
Ah oui, ça, c'est- Rapidement. Mais bon, concentrons-nous déjà sur la CAN qui nous a été attribuée. Sur les éliminatoires. Je pense que c'est Mais pourquoi déjà pas Et en plus une qu'en belle échéance. 2023, hein. Ah, mais Et on prévoit la fin des travaux, je pense, fin 2022 est là. ça. Donc, Voilà. nos responsabilités. Alors, et puis justement, si cette information se confirmait, est-ce qu'il y aura une incidence, je dirais, sur le calendrier de la FIFA ou des associations sportives? ça a déjà une incidence sur le calendrier. Parce qu'effectivement, comme Roger Stéphane l'a noté, la Covid fait qu'il y a un chamboulement de tous les programmes. Oui. Aujourd'hui, l'UEFA a réfléchi à une forme de phase finale à 8 qui va déboucher sur une finale en l'espace d'un mois très rapidement et qui va s'achever en août pour permettre à tous les championnats où ils n'ont pas pris la décision de reprendre comme en Allemagne, en Espagne et autres, de pouvoir commencer en même temps. Parce qu'il y a les préliminaires, eux ils ont des longs préliminaires avant d'arriver dans les phases de poule et tout ça. Donc naturellement, la FIFA est dans une forme de réadaptation qui fait qu'elle est obligée de prendre ce genre de décisions. C'est-à-dire que on a l'Euro et la Copa América en 2021. Ensuite, on a terminé les compétitions des clubs en août là. On a la CAN également, qu'on annonce en janvier 2021. Ce n'est pas encore sûr qu'on pourrait déplacer vers juin 2021. Et puis on a les éliminatoires des nations. Mais c'est un vrai casse-tête pour la FIFA en ce moment. C'est terrible. J'avoue que je ne sais pas comment ils font, mais comme il y a beaucoup d'intelligence dans cette institution, ils vont certainement trouver la solution. Mais j'avoue qu'en ce moment, c'est un vrai casse-tête pour la Fédération internationale de football. Et c'est vraiment difficile en ce moment. C'est difficile, c'est difficile. Allez, on va revenir un petit peu à Roland Danon. Hein. On avait commencé tout à l'heure à parler de cette rencontre de Yamoussoukro. Vous avez commencé à nous expliquer. Mais concrètement, comment ça s'est déroulé là-bas? Déjà, ce qui s'est passé à Yamoussoukro, c'était à l'invitation déjà, il y a eu un tri. Notre association ne permet pas qu'on invite les membres avec des SMS, par exemple. Alors qu'il y a eu un tri au niveau des représentants, que nous sommes les présidents de CRA. Il y a eu des SMS qui ont été envoyés à certains présidents de CRA et pas d'autres. La première question qu'on s'est posée, mais pourquoi pas à tout le monde? Alors qu'on a déjà tenu des réunions où tous les présidents de CRA étaient réunis. D'abord, le dimanche 1er mars, c'était la dernière réunion. Dimanche 1er mars en 2020. On a eu une réunion, je pense à la veille, il y avait la conférence de Bassam, où le président le président Sidi Diallo avait annoncé qu'il ne se présenterait pas et puis avait présenté ses excuses à toute la nation, à la nation sportive, je veux dire, du football. Et on avait cette réunion-là où tout le monde a été présent. Mais pour la réunion de Yamoussoukro, qui ne devait même pas être, elle a été convoquée par SMS, qui ne respecte pas nos tests. Nos tests, il faut envoyer un mail ou des courriers avec décharge à chaque représentation que sont les commissions régionales d'arbitrage. Deuxième chose, quand on est arrivé sur place, il y avait des cordons de sécurité. On s'est demandé, mais pourquoi? Pour l'accès à la salle. On s'est demandé, mais pourquoi? On est entre nous, arbitres. J'ai envie de dire, c'est une gestion familiale des arbitres. C'était la première fois? Non, pas pour vous sécuriser, c'est pour empêcher certains d'accéder à la salle. C'est la première fois qu'il y avait des cordons de sécurité lors d'une réunion? C'est la première fois lors d'une réunion. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Donc, on s'est posé la question, mais puisqu'ils voulaient nous empêcher, alors il y a eu cette forme d'échange qui n'a pas été virulente, mais le préfet a été saisi. Alors, le préfet a demandé sagement qu'on s'entende et qu'on respecte nos tests. Arrivé dans la salle, il était question qu'on s'entende, donc qu'on remette à nu tout ce qui est à plat tout et qu'on reprenne selon les normes de notre association. À notre grande surprise, d'abord, pour l'entente, j'ai posé deux réserves. La première, c'était que notre assemblée n'était pas assez représentative des membres de la MAFSI. Sur la première réserve, Oui. à vous viendrez la deuxième, c'est le mode opératoire. Oui. Sur la première réserve. Oui. J'avoue que vous avez peut-être me rafraîchi la mémoire, mais je n'ai pas souvenir que pour parrainer un candidat, il y a eu une assemblée générale pour parrainer un candidat. Depuis les présidents Adjé et Sharaf, de ma mémoire, il n'y a jamais eu d'assemblée générale pour parrainer un candidat. Ensuite, vous avez l'article 19 de vos tests. Oui. Ils disent clairement que pour les questions qui ne sont pas liées à vos tests, le bureau exécutif a le pouvoir de délibérer et de prendre des décisions pour l'ensemble de l'association. Clairement, l'article 19. Si je suis L'article 19 vous me surprenez. L'article 19 de quoi? Des statuts ou des règlements intérieurs? Des règlements intérieurs, des statuts. Bon, je pense ok. bien. Ce que j'ai envie de dire par rapport aux choses, au pouvoir du bureau exécutif, Ouais. il est tout clair. À l'article 19 dont vous parlez, pouvoir du bureau exécutif, à l'alinéa 4 et 5, le bureau exécutif convoque l'Assemblée générale et arrête le projet de son ordre du jour. Exécute les décisions de l'Assemblée générale.
Mais sur les sujets qui ne sont pas liés à vos tests, parce que la question du parrainage n'est pas liée à vos tests. Effectivement. Et sur ça, il y a une dérogation spéciale qui dit que le bureau a tout pouvoir de prendre des décisions au nom de l'association sur les questions qui ne sont pas liées à vos tests. Et c'est ce qui a été fait. Laissez-moi répondre, Roger. Stéphane, je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire par rapport au fait que le bureau des études a décision de prendre des décisions sur la gestion courante et administrative. Mais tout ce qui a ordre à changer la vie de l'association, c'est l'Assemblée générale qui est souveraine. Il y a déjà eu AG pour ça, rappelez-nous. Je vais vous dire, je vais vous rafraîchir tout de suite. C'est vrai qu'on connaît l'histoire de nos élections au niveau de la fédération. Et au niveau de, avec Agui et Sharaf, à la limite, il n'y avait pas 3 candidatures nommées et connues. On sortait toujours avec un candidat à la fin. Donc, il n'y avait pas véritablement de parrainage à faire. C'est pas juste. Il y a eu Dieng, il y a eu Anouma. Oui, il y avait Dieng et Anouma, mais à la fin, au moment où Dieng et Anouma étaient élus, il y avait combien d'adversités? Ils étaient seuls à la fin. Ça devenait maintenant une candidature unique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il n'y avait pas de parrainage à faire. Et dans l'esprit des arbitres, cette situation, comme je vous l'explique, emmène à ce que le président de l'AMAFSI sortant, et je vous dis déjà, par rapport à son élection qui est forclos, n'avait pas à prendre une décision avec son bureau exécutif. Pour légitimer sa décision, il faille qu'il invite l'Assemblée générale qui est composée des membres et que sont les arbitres. Vous comprenez? Donc, naturellement, il devait inviter les membres. Et je dis, par rapport à la période de Covid, j'ai fait la proposition suivante. Lorsque le préfet nous a demandé de nous entendre. Nous, les présidents de CRA, ne sommes pas assez représentatifs. Et d'ailleurs, il y avait combien de présidents de CRA là-bas? Il n'y avait que 19. 25. Non, il n'y avait que 19 qui avaient été invités, dont 4 ne sont pas venus. Et nous étions 9 qui avons complété. Nous qui contestons le mode opératoire. On a dit, non, il faut ramener les présidents dans leurs différentes commissions. S'il y a lieu qu'on doit choisir, on va faire un voting et sur papier en tête signé par le président. Mais c'est-à-dire que vous n'avez même pas les mêmes chiffres que vos adversaires. C'est ça qui est embêtant dans cette histoire. Oui, justement. Vos adversaires disent qu'il y a eu 25 présidents de CRA, 20 membres du bureau exécutif, plus 9 dissidents. Donc ça fait beaucoup déjà. Sur les mesures actuelles, ça fait beaucoup. Ensuite, quand vous dites qu'il n'y a pas de parrainage par le passé, je suis désolé. On a eu des élections, Dieng contre Jacques Anouma, on a eu Sidi Diallo contre Salif Bitogo. Je vous rappelle qu'au niveau de l'élection, Dieng et Jacques Anouma, sûrement, il n'y avait pas de parrainage. À ce moment, les groupements ne parrainaient pas les candidats. Il faut bien regarder. C'est à partir de l'élection non, pas avant Sidi, je pense que. À partir de Sidi qu'il y a eu le parrainage, le groupement d'intérêt qui devait intervenir en termes de parrainage. Donc c'est pour vous dire que ce n'est que récent les affaires de parrainage. À la limite, nous les arbitres, nous voulons même rester neutres. Pourquoi? Quand un arbitre va à un match, il ne va pas déjà dire que telle équipe va gagner l'autre. Parce que c'est les faits que nous apprécions. Est-ce qu'il y a eu des faits à apprécier? Ça, c'est un peu, je dirais, subjectif. Mais je parle de nos tests. Première chose, je vous note, faites noter que Koulibaly, et je le dis, par procès verbal d'huissier, n'avait même pas sa place là. S'il veut légitimer une décision, alors il se réfère à l'Assemblée générale. C'est ce que je dis. Même si je suis d'accord avec vous que s'il était légalement constitué, il pouvait, avec son bureau, prendre la décision en disant que c'est une question de gestion courante. Mais il aurait toujours eu l'opposition des arbitres qui lui diront non, tu n'as pas à décider de cette question-là. Parce qu'à la fin, quand vous finissez de faire des actes de gestion pour toute association basique, il y a ce qu'on appelle l'Assemblée générale qui donne toujours un quitus. Et on pouvait mettre ça à défaut. Allez, on va essayer de calmer un petit peu les esprits. Plutôt, j'étais prêt à poser une question. Oui, moi, j'en ai beaucoup. Hein. Non, mais gardez-les pour après, parce que l'émission est loin d'être terminée. On est là jusqu'à 22h, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on va marquer une toute petite page de publicité. On va se retrouver dans un instant, il y aura le buzz. Et puis, notre débat, quelle solution pour un arbitrage sans contestation? Eh bien, ça tombe bien, puisqu'on a le président de la commission régionale des arbitres d'Abidjan, monsieur Roland Danon, qui est avec nous. Et profitez de la petite pub. Oui, pour aller sur la page Facebook de la 3 pour lui poser un maximum de questions. À tout de suite.